Milei vend l'Argentine et il le fait au plus offrant, dans ce cas en plus au plus offrant américain. C'est la phrase à laquelle nous avons eu l'habitude d'entendre, surtout de la part des sources alternatives à l'OTAN et à la propagande occidentale. Mais qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? C'est précisément ce que nous allons analyser en détail dans cette enquête. Puisque l'Argentine possède d'énormes réserves de pétrole, de gaz, de lithium et aussi de cuivre. Et ce sont précisément ces ressources qui pourraient générer des milliards de dollars pour le pays. Javier Milei promet que précisément ces richesses aideront l'Argentine à sortir de la crise de la dette dans laquelle elle est encore plongée aujourd'hui. Mais pour développer rapidement ces gisements, évidemment, ce qu'il faut, c'est de l'argent, et il en faut tout de suite, c'est-à-dire pour hier. Le gouvernement le cherche bien sûr à l'étranger. Et les grandes entreprises voient leurs impôts réduits, on leur permet de disposer plus librement des revenus provenant des exportations, et on leur offre en plus des garanties pendant des décennies. En même temps, l'Argentine contracte de nouveaux crédits. Elle dépend de plus en plus du soutien des États-Unis. Et ici se pose une question. La plus simple à première vue, mais en réalité la question clé dans ce cas. Qui finira par obtenir les principaux bénéfices des richesses naturelles du pays et qui restera finalement avec les dettes. La question est très simple, mais la réponse cependant ne l'est pas autant. Alors voyons cela étape par étape. Et si tu restes jusqu'à la fin, je suis absolument convaincue que la conclusion de cette vidéo va te surprendre. Mais avant que nous commencions, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il n'y a pas autant de lumière, ni autant d'éclairage. J'essaye de trouver des astuces, de me débrouiller, parce qu'ici, on a plus ou moins entre 1 et 2 heures de lumière par jour, qui en plus surgissent de manière très intermittente. Donc d'un côté, je vous demande votre soutien, un bon like, un commentaire, d'interagir d'une manière ou d'une autre avec cette vidéo, de la partager. En plus, surtout si vous venez d'Argentine, je pense que ce serait vraiment intéressant et en plus, vous nous aideriez énormément à continuer notre travail d'information et aussi notre travail de recherche. Parce que, bien sûr, même si les attaques continuent et que nous sommes peut-être en ce moment dans l'une des périodes les plus difficiles de cette chaîne, bien sûr, nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup pour votre soutien et passons au contenu. Tout d'abord, nous allons parler de ce que sont ces actifs et de quoi il s'agit réellement. Le principal actif pétrolier et gazier de l'Argentine s'appelle Vaca Muerta et c'est une immense formation de schiste située en Patagonie. Selon les estimations de l'administration de l'information sur l'énergie, fait surprenant, ce sont les États-Unis qui ont eu la gentillesse de calculer ces données. Je ne sais pas exactement dans quel but, enfin bon, ce n'est pas comme s'ils allaient utiliser eux-mêmes ces ressources. De là, on pourrait extraire environ 308 000 milliards de pieds cubes de gaz et 16 milliards de barils de pétrole et de condensat. Le nord-ouest de l'Argentine possède également de riches salars contenant du lithium. Ce métal est absolument nécessaire pour les batteries des véhicules électriques, les téléphones, les systèmes de stockage d'énergie en général, et dans les Andes, il existe également d'importantes réserves de cuivre. La demande pour ces matières premières est en augmentation et cela se produit évidemment à l'échelle mondiale. C'est pourquoi des entreprises des États-Unis, mais aussi pas seulement des États-Unis, de Chine, du Canada, d'Australie, de toute l'Europe, se disputent ces gisements d'origine argentine. Javier Milei veut accélérer l'extraction et augmenter drastiquement les exportations. Pour y parvenir, son gouvernement est en train de changer considérablement les règles du jeu, ce qui va évidemment finir par avoir des répercussions sur quelqu'un, et c'est précisément pour voir qui cela va toucher que nous sommes ici. En février 2026, l'Argentine et les États-Unis ont signé un accord de commerce et d'investissement. Une partie spécifique de ce document est principalement consacrée au pétrole, au gaz, aux minéraux critiques et aux infrastructures qui entourent tout cela. L'Argentine s'est engagée à faciliter l'activité des entreprises américaines à absolument toutes les étapes. Celles-ci peuvent explorer des gisements, extraire des matières premières, les traiter, les transporter, les exporter.
Les conditions qui leur seront accordées ne devront pas être moins favorables que celles accordées aux entreprises argentines. Les banques publiques américaines pourront également financer ce type de projet et, en échange, Buenos Aires lie plus étroitement sa politique à celle de Washington. Il s'agit de restrictions à l'importation, sanctions, contrôle des technologies sensibles et surveillance des investissements étrangers. En somme, des entreprises. Elle devient de plus en plus dépendante des politiques américaines et des volontés des gouvernements de ce pays. Sur le papier, bien sûr, les gisements restent la propriété des provinces argentines. Mais c'est celui qui apporte l'argent, construit les usines et achète les matières premières. Acquiert en fin de compte de l'influence sur absolument tout le projet et donc aussi sur chacune de ses parties. C'est précisément cette influence que les États-Unis renforcent et qu'ils acquièrent de plus en plus en Argentine. La principale incitation à l'investissement s'appelle RIGI, R-I-G-I. Il s'agit d'un régime spécial pour les grands projets qui réduit les impôts, élimine une partie des droits de douane, simplifie l'importation d'équipements, accorde aux entreprises des conditions spéciales, modifie certaines zones et, en définitive, leur donne la priorité pour opérer sur le marché argentin. Le plus important n'est pas l'ampleur des avantages, mais leur durée. Les règles sont garanties pendant rien de moins que 30 ans. C'est-à-dire que le prochain gouvernement argentin ne pourra pas simplement les modifier ni les abroger. Toute hausse d'impôts ou modification de ces conditions pourrait entraîner des demandes d'indemnisation et des arbitrages internationaux. Les entreprises, stratégie. On commence. Les arbitrages internationaux. Les entreprises obtiennent également le droit de conserver à l'étranger une grande partie des revenus issus de ces exportations, c'est-à-dire des gisements qui, sur le papier, appartiennent effectivement à l'Argentine. Dans certains cas, jusqu'à 100% de ces exportations pourraient tout simplement échapper au contrôle du pays. L'État ne peut pas obliger les entreprises à vendre d'abord le pétrole, le gaz ou les métaux à l'intérieur du pays avant de les exporter. Tout simplement parce que c'est ce que prévoit l'accord signé avec ces entreprises. Javier Milei. La loi comprend également une disposition relative aux fournisseurs locaux. Cependant, c'est l'investisseur lui-même qui décide si les prix, la qualité et les délais lui conviennent. Et par conséquent, les équipements et services peuvent être achetés en Argentine, mais ils peuvent aussi être achetés à l'étranger et cette décision ne dépend pas non plus du gouvernement du pays. Un grand volume d'investissement ne signifie donc pas qu'une somme équivalente d'argent restera en Argentine et qu'elle apportera absolument aucun type de bénéfice. En juin 2026, les autorités avaient approuvé 16 projets pour près de 30 millions de dollars. Au total, 25 autres projets pour plus de 111 milliards étaient en cours d'évaluation. Et très bientôt, ils seront probablement approuvés. Aussi, pendant que les entreprises reçoivent des garanties. Pendant des décennies, les dettes restent entre les mains de l'État et par conséquent en Argentine et sur les épaules de ses contribuables. En avril 2025, le FMI a approuvé pour l'Argentine un nouveau programme de 20 milliards de dollars pour mai 2026. Le pays avait reçu environ 15 milliards à l'automne 2025. Il a également ouvert pour l'Argentine un swap de devises pour 20 milliards de dollars supplémentaires. Cette aide a soutenu le peso, les obligations et les réserves de la Banque centrale. Elle a également donné du temps aux autorités, mais elle n'a pas résolu le problème. Principalement parce que l'Argentine souffre encore aujourd'hui d'une pénurie de dollars très importante. À la fin du mois de mars 2026, la dette du gouvernement central approchait les 484 milliards de dollars. L'inflation a ralenti et le ratio entre la dette et la taille de l'économie a diminué. Cependant, le FMI continuait de souligner la faiblesse des réserves et le respect inégal des conditions du programme. Le schéma fonctionne essentiellement de la manière suivante. Les crédits aident à payer les obligations immédiates et à soutenir le taux de change. Les entreprises reçoivent des projets qui généreront des revenus d'exportation pendant de nombreuses années, pendant des décennies en fait.
et dont les conditions sont protégées par la loi. La dette, la pénurie de devises et le risque d'une nouvelle crise restent entre les mains de l'État. Pendant ce temps, les bénéfices de toutes ces richesses qui sont encore entre les mains de l'Argentine peuvent facilement partir à l'étranger. Le soutien des États-Unis a également un objectif clairement politique, bien sûr. Washington veut réduire sa dépendance aux matières premières et aux technologies contrôlées par la Chine. Les entreprises chinoises opèrent déjà dans les secteurs argentins du lithium, de l'énergie et aussi dans diverses infrastructures. En 2025, Ganfeng a commencé la production sur le projet Mariana dans la province de Salta en Chine. Elle a également soutenu l'Argentine par le biais de swaps de devises et c'est précisément pour cette raison que les États-Unis ne se disputent pas seulement ces contrats précis. Ce qu'ils veulent, c'est influencer qui finance les nouvelles mines ou les puits, qui construit les usines de traitement et vers où vont ensuite les matières premières. L'Argentine, en même temps, essaie aussi de ne pas perdre la Chine. Milei s'est publiquement rapproché de Washington, mais Pékin reste un partenaire commercial important et une source de financement. Le pays se retrouve ainsi placé entre deux centres de pouvoir, tous deux intéressés par ses ressources. Il est vrai que la politique de Milei a produit des résultats qui ne peuvent pas non plus être ignorés. L'inflation mensuelle a considérablement diminué. Le secteur public a enregistré un excédent. Au second semestre 2025, le taux officiel de pauvreté est descendu à 28,2%, après une forte augmentation enregistrée pendant la première année de ces réformes. Les nouveaux oléoducs, mines et usines peuvent donc générer des emplois et des revenus d'exportation. Vaca Muerta aide déjà l'Argentine à réduire sa dépendance aux importations d'énergie. Le lithium et le cuivre peuvent ouvrir de nouveaux marchés pour le pays, mais ces résultats ne répondent pas encore à la question principale. Combien d'argent restera réellement en Argentine? Si les matières premières sont exportées, que les revenus restent à l'étranger et que les équipements sont achetés auprès de fournisseurs étrangers, l'impact sur l'économie locale pourrait donc être moindre que ce que les autorités promettent aujourd'hui. Pour attirer des investissements, aujourd'hui, l'État limite donc sa capacité de décision à l'avenir. Les avantages fiscaux et de change resteront en vigueur, même après que Milei aura quitté le pouvoir. Les nouvelles autorités ne pourront tout simplement pas réviser facilement les accords, même si le pays a un besoin urgent d'argent. On observe aussi cela dans la politique environnementale. En avril 2026, le Congrès a assoupli la protection des glaciers et des zones périglaciaires. Les provinces ont obtenu une plus grande capacité à décider quels territoires doivent être protégés et lesquels peuvent être ouverts à l'exploitation. Le gouvernement a affirmé que cela permettra de lancer de grands projets miniers et les écologistes ont répondu que les réserves d'eau pourraient être menacées. Pour les régions arides d'Argentine, il ne s'agit pas simplement d'un débat abstrait. La vie des villes et l'agriculture de provinces entières dépendent des glaciers et des eaux de montagne. Et c'est précisément là que se manifeste le prix du modèle choisi. Les investissements arrivent plus rapidement, mais avec eux, les entreprises obtiennent une protection contre de futurs changements, tandis que la société assume les risques, tant environnementaux que, bien sûr, financiers. L'Argentine, donc, conclusion qui pourrait surprendre plus d'une personne, non, elle ne vend pas littéralement ses gisements aux États-Unis. Cela dit, si l'on lit les petits caractères, la réalité de cette situation peut changer considérablement. D'une part, les ressources du sous-sol restent argentines. Et parmi les investisseurs, il y a des entreprises de différents pays. Oui, certaines viennent des États-Unis, mais d'autres de Chine, des pays qui ne sont pas vraiment amis entre eux. C'est plutôt tout le contraire. Mais le contrôle des ressources n'est pas déterminé uniquement par la propriété légale. Celui qui apporte l'argent, qui construit les infrastructures, qui traite les matières premières, acquiert une capacité sans égale pour imposer ses conditions. Aujourd'hui, l'Argentine reçoit des crédits, des investissements et toutes sortes de soutiens politiques. En échange, les entreprises étrangères obtiennent l'accès au pétrole, au gaz, au lithium, au cuivre, dans des conditions qui resteront en vigueur pendant au moins les 30 prochaines années. Le principal risque ne réside pas dans les investissements eux-mêmes.
Le problème, c'est que le pays se retrouve à nouveau réduit au rôle de fournisseur de matières premières et qu'il ne puisse absolument rien décider au-delà de cela. Les bénéfices et les technologies partiront donc à l'étranger, tandis que les dettes, la pénurie de dollars et les dommages environnementaux resteront à la charge de la société argentine.